Chapitre 12. Apocalypse ou conte de fées. Qu'est-ce qui va se passer? Le tableau du monde, nous le connaissons tous. La démographie chinoise vient de toucher 1 milliard, 1000 millions d'hommes. Chaque année, l'Inde fait 12 millions de bébés en plus. C'est une progression géométrique. Aucun moyen humain ne peut arrêter cette marée. Nous avons vu des chaînes entières de l'Himalaya rasées de leurs arbres en 20 ans. Cela donne le frisson. Qui parle d'Attila? La terre entière est pleine de petits Attila, car nous ne savons pas très bien, vraiment, si ce sont des hommes ou quoi, déguisés en peau d'homme. C'est peut-être cela la vraie question. La terre est pleine d'êtres qui ne sont pas des hommes, qui sont des chèvres, des rats ou des lapins, mais pas des hommes. Ils peuvent avoir de la science, de la démocratie et de la religion, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont des tubes digestifs très ingénieux. Aucune espèce n'est plus truquée. Un rat est ce qu'il est, sans prétention. L'homme n'est pas ce qu'il est. Il prétend des tas de choses, avec une Bible à la main et une cravate. L'homme est le mensonge. Ça se tient. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore des hommes. Notre mensonge est en train de nous sauter à la figure. Il n'y a pas d'autre phénomène. L'homme est en train de devenir ce qu'il est. Et ce qui n'est pas va sortir de la réalité. Comment? Qu'ils vont sortir, cela ne fait pas de doute. Mais il y a des millions et des millions de menteurs. Et le mensonge est si bien entremêlé à la vérité que l'on ne sait pas très bien comment il est divinement possible. Nous disons bien divinement, car humainement, de démêler ce mélange sans extirper le bon avec le mauvais. Et puis, si l'on regarde bien, on s'aperçoit avec mère que le meilleur ne vaut pas mieux que le pire. C'est un même bourbier de quelque chose, qui n'est pas ce qu'il est, ni dans le pire, ni dans le meilleur. Évolutivement parlant, c'est un certain amalgame cellulaire, ni bon ni mauvais, qui s'est mis dessus de l'intellect, de la philosophie, des microscopes et de la religion, et un certain nombre d'autres ingrédients dont on peut penser ce qu'on veut, mais ce qu'on en pense n'est pas d'une importance définitive pour l'espèce, bien qu'il nous paraisse. Pas plus que les évangiles ou les méfaits des petits poissons n'ont eu une importance définitive pour la fabrication des mammifères. Alors, le partage des justes, mon Dieu, où sont ces justes-là? L'Apocalypse 60, 237. Il y a même des gens qui prévoient la fin de la terre. Mais c'est une imbécilité, disait Mère dans son simple langage. Parce que la terre a été construite dans un certain but, et avant que les choses ne soient accomplies, elle ne disparaîtra pas. Mais il y aura peut-être des changements. Qu'en pense la petite cellule? C'est peut-être la vraie question, et la seule question. C'est peut-être même le lieu où nous découvrirons ce que l'homme est, sans truc et sans mensonge et sans, ô Seigneur, surtout, sans vérité. La vie claire, telle qu'elle est. Quand nous aurons mis à la poubelle cosmique toutes nos vérités avec tous nos mensonges, on respirera mieux. Mais voilà, comment? Comment opérer ce formidable décapage? Comment arrivera-t-on
à cette petite cellule pure et libre, sans faire crouler tout l'édifice qu'on a mis dessus, et sans écraser la petite cellule avec. C'est là où il nous faut vraiment un divin magicien. Nous soupçonnons même, avec Aristophane, Molière et Sri Aurobindo, que ce magicien-là doit être un peu humoriste. Mais soyons sérieux pour le moment. Il y a même ces inquiétantes bombes que nous empilons comme des taupes dans leurs trous. 66, 219. Ils ne savent pas, ils devraient savoir, mais ils ne savent pas, que les choses ont une conscience et une force de manifestation, et que tous ces moyens de destruction poussent à l'utilisation, et que même ne voulant pas s'en servir, il y aurait une force plus forte qu'eux qui les pousserait à s'en servir. Les choses ont une conscience. Les bombes comme la cellule, comme le grain d'atome. Le phénomène est que l'univers entier est une conscience, et que la matière est conscience, justement ce que nous ne sommes pas. Nous confondons l'intelligence avec la conscience, et c'est pourquoi nous ne voyons rien de l'univers tel qu'il est. Nous vivons dans notre idée de l'univers. Une idée explosive? Qui aura raison finalement? Cette idée-là ou cette conscience dans la matière? C'est comme une course entre les deux. Nous sommes à ce point-là de la course. Mère faisait la course dans son corps entre cette force de destruction et l'autre. Elle est partie, apparemment. Sri Aurobindo aussi, et pour les mêmes raisons. La résistance et la négation des petits spiritualistes, comme des petits matérialistes, seraient-elles donc plus grandes et plus fortes que la poussée évolutive? Car que nous allons virer de bord, cela ne fait pas de doute. Ceux qui croient encore que Sri Aurobindo et Mère étaient des sages, ou des saints, ou des philosophes, et que sais-je, sont des ânes non évolutifs, des attardés du tertiaire spirituel. Mère et Sri Aurobindo ne sont pas venus pour prêcher, ni pour révéler. Ils sont venus pour faire. Et ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont fait. La chose est faite. Ils sont venus pour dégager et libérer dans un coin de matière, dans un coin de substance cellulaire humaine, et en dépit, ou à cause, de tous les obstacles, un ensemble de cellules telles qu'elles sont, sans leur revêtement ou leur encroûtement évolutif. Leur corps était le laboratoire de l'évolution. Ce qu'ils ont fait, c'est une opération évolutive. A-t-on jamais vu l'évolution ratée? C'est la chose qui ne rate jamais. C'est ce qu'il y a de plus inratable au monde. Les évangiles peuvent rater, mais pas la cellule. Une fois qu'elle s'est mise quelque chose dans la tête, ou dans le programme, elle n'en démord plus. Jusqu'au prochain perturbateur évolutif. Mère et Sri Aurobindo sont de grands perturbateurs. Il n'y a qu'à voir. Nous n'y voyons rien comme d'habitude, sauf des slogans et des millions de radios à travers le monde qui hurlent des mensonges vérités ou des vérités mensonges, et personne n'y comprend plus rien, sauf que ça tremble dans ses fondements. 65, 203. Ils ont l'impression d'être sur une terre qui n'est plus solide. Ça tremble. Ce n'est pas confortable pour eux. 63, 189. Il est impossible qu'un changement quelconque, même dans un élément ou un point de la conscience terrestre, ne fasse pas participer toute la Terre à ce changement, forcément. Tout se tient, étroitement. Et une vibration quelque part a des conséquences terrestres. Je ne dis pas universelles, je dis terrestres, forcément. Et Sri Aurobindo. La pierre inerte sur le sable, que tu envoies promener d'un coup de pied distrait,
a produit son effet sur les hémisphères. Pensée et aphorisme. Si nos radios ont cet effet et sèment la panique de Moscou à Belleville en 3 minutes, que savons-nous des effets dévastateurs d'un seul coin de matière qui soudainement a fait ce coup d'état formidable de jeter par-dessus bord le gouvernement du mental? C'est cela que nous ne pouvons pas mesurer, mais qui se mesure très bien sous notre nez. C'est le gouvernement mental du monde qui est en train de vaciller et de sombrer dans l'incohérence. Ils font des discours, tous, mais la terre tremble. La matière tremble. Il faudrait peut-être bien que la terre s'éveille à la réalité du phénomène, avant que tous les petits chapeaux de présidents, d'évêques, de biologistes, de yogis ou d'ayatollahs ne s'envolent par-dessus les toits et les têtes ahuries. Nous ne sommes pas à un tournant spirituel du monde. Nous n'allons pas changer d'idée. Nous allons changer de monde, comme les téléostéens dans leurs trous d'eau desséchés. Et nos communismes ou nos marxismes sont aussi dérisoires que nos capitalismes ou nos évangélismes, que tous nos petits ismes possibles. Nous sommes à un tournant évolutif. Le lieu de la bataille, c'est le corps, c'est la cellule. Le moyen de changement du monde, c'est le corps, c'est la cellule. C'est ça qui est en train de changer, rien d'autre. Tous les corps, disait-elle. Tout le reste, ce sont des bouillonnements cérébraux. Alors voilà, nous arrivons à un étrange croisement de l'apocalypse et de la biologie. Et tout d'un coup, le problème se cerne. C'était en 1969, dans une expérience que nous avons déjà citée, mais pas jusqu'au bout. C'est ce bout-là qui nous intéresse. Nous répétons. 69, 315. Mais qu'est-ce que c'est que cette création? N'est-ce pas séparation, et puis méchanceté, cruauté, la soif de nuire, alors la souffrance, et alors toute la maladie, la décomposition, la mort, la destruction. Tout cela fait partie de la même chose. Et l'expérience que j'ai eue, c'est l'irréalité de ces choses, comme si l'on était entré dans un mensonge irréel, et tout disparaît quand on sort de ça. Ça n'existe pas, ça n'est pas. C'est cela qui est effrayant. Qu'est-ce qui, pour nous, est si réel, si concret, si effroyable, que tout cela n'existe pas? Que c'est... On est entré dans le mensonge. Pourquoi? Comment? Quoi? Mais jamais, jamais, dans toute l'existence de ce corps, pas une fois, il n'a senti une douleur aussi totale et aussi profonde que ce jour-là. Oh! Et alors, au bout de cela, la béatitude. Et puis, pouf! Ça s'est effacé. Comme si tout cela qui est si affreux, n'existait pas. Et tous les moyens que l'on pourrait appeler artificiels, y compris le nirvana, tous les moyens d'en sortir ne valent rien. À commencer par l'imbécile qui se tue pour mettre fin à sa vie. Ça, de toutes les imbécilités, c'est la plus grande. Depuis ça, jusqu'au nirvana, où l'on s'imagine qu'on peut sortir, tout cela ne vaut rien. C'est à différents stades, mais ça ne vaut rien. Et alors, après cela, au moment où vraiment on a l'impression d'un enfer perpétuel, tout d'un coup, un état de conscience où tout est lumière, splendeur, beauté, bonheur, bonté. Et tout cela, inexprimable. Tiens, voilà,
ça se montre. Et puis, hop, parti. Est-ce ça? Est-ce ça le levier? Je ne sais pas. Mais le salut est physique. Pas du tout mental, mais physique. Je veux dire que ce n'est pas la fuite, c'est ici. Et ce n'est pas que ce soit voilé ou caché ou quoi, c'est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans le tout, vous enlève le pouvoir de vivre ça? Je ne sais pas, c'est là. C'est là. Et tout le reste, y compris la mort et tout, cela devient vraiment un mensonge, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Et Mère ajoute, mais on ne peut pas sortir tout seul. 64 283. Ce n'est pas pour un corps que c'est fait, c'est pour la terre. Alors vraiment, nous sommes au cœur du problème. Ce n'est plus la question de démêler les justes des injustes, mais de sortir tout entier et tous ensemble d'un même bocal d'irréalité où toutes nos merveilles et toutes nos vérités et nos monstruosités et nos mensonges s'évanouissent dans quelque chose d'autre, qui change tout. Un petit rien qui change tout, disait-elle. L'Apocalypse est au cœur de la cellule. Nous n'avons plus le temps d'attendre. C'est cela, le fait. Nous pourrions croire qu'avec le temps, quelques héros de l'évolution, ayant compris le procédé, descendraient dans le corps, foreraient leur chemin à travers les couches et libéreraient la cellule de son hypnotisme atavique et newtonien, puis que l'opération se propagerait, comme l'opération mentale a dû se propager parmi les grands singes. Mais elle se propage déjà, vertigineusement. Et ce temps, nous ne l'avons plus. Les foules obscures montent à l'assaut. La terre crie. Des millions d'hommes s'apprêtent à déferler. Un ouragan brûlant tourbillonne au-dessus de l'Asie. Et croyons-nous, derrière les murs de verre de notre château de cristal intellectuel, propre et gentil, que nous échapperons à ce torrent brûlant et insensé? Qui a déjà vu les foules folles? Une formidable contagion subreptice est en train de traverser nos barrières de fourmis. Mais quoi? Est-ce la contagion de la vie nouvelle ou de la mort très proche? Derrière ces murs de coton, l'Amérique électronise et joue avec le feu. Derrière ces remparts, le Kremlin est acculé et tremble. Un chat jaune et cruel et sans âme regarde le jeu, tisse sa trame et attend l'heure, tandis qu'une Inde corrompue, qui fut le berceau de la lumière, nourrit les diables dans ses ashrams tout en restant l'invisible enjeu de la bataille. Car l'Inde, c'est le cœur de la terre, alourdi, embourbé, mais le cœur tout de même. Qui gagnera cette course insensée? La vie nouvelle ou la vieille mort toujours? Ce n'est plus une question de décades, n'est-ce pas? Nous avons quelques années, à peine, ou même des mois. C'est à notre porte. Et cette vie nouvelle et cette mort semblent si étroitement entremêlées, non seulement dans chaque continent, mais dans chaque nation, chaque groupe, chaque famille, chaque conscience dans un même homme, que l'on ne sait pas comment il est possible d'arracher l'un sans l'autre. Toutes les voix hurlent et mentent. La vérité est un même paquet de mensonges. Le mensonge abrite une petite lumière dont il se nourrit et qui le protège. On ne peut rien toucher sans tout toucher. Et c'est là vraiment où l'impossible miracle devient le seul miracle possible, dans une cellule et dans le corps même de la Terre. 4 réflexions de Mère, si on les met côte à côte, semblent nous livrer la clé. 66
263. La conscience ordinaire vit dans un frétillement continu. C'est effroyable quand on s'en aperçoit. Tant que l'on ne s'en aperçoit pas, c'est tout à fait naturel. Mais quand on s'en aperçoit, on se demande comment les gens ne deviennent pas fous. C'est une grâce. C'est une espèce de petite trépidation microscopique. Oh, quelle horreur! Exactement la description de cette trame du mental physique, avec de l'autre côté le miracle, tous les miracles possibles, c'est-à-dire non pas le miracle, mais la cessation de notre mensonge scientifique et mortel, le naturel, inconnu. Et Mère ajoute ceci qui commence à nous ouvrir les yeux. Et c'est la même chose pour tout. Les événements mondiaux ou les bouleversements de la nature, ou l'homme, les tremblements de terre et les raz-de-marée, les éruptions de volcans, les inondations, ou bien les guerres, les révolutions, les gens qui se tuent sans même savoir pourquoi. Partout, ils sont poussés par quelque chose. Derrière ce frétillement, il y a la volonté de désordre qui veut empêcher que l'harmonie s'établisse. C'est dans l'individu, c'est dans la collectivité, et c'est dans la nature. Alors nous commençons à voir que cette trame n'est pas simplement une affaire de cellules individuelles. C'est toute la terre des hommes qui est couverte. Une microscopique trépidation constante qui enveloppe le monde dans son filet. Puis en 1969, 105. La quantité de suggestions que l'on pourrait appeler défaitistes, qui sont dans l'atmosphère terrestre, c'est formidable. On s'étonne que tout ne soit pas écrabouillé tellement c'est... Tous les gens, tout le temps, forment des catastrophes. S'attendent au pire, voient le pire, n'observent que le pire. Oh, tu sais, c'est jusque dans les plus petites choses. Le corps observe tout. Alors, quand la réaction des gens est en harmonie, tout va bien. Quand il y a cette réaction que j'appelle maintenant défaitiste, quelqu'un prend un objet, il le laisse tomber. Cela arrive tout le temps. Il n'y a aucune espèce de raison pour que cela arrive. C'est la présence de la conscience défaitiste. Alors j'ai vu toutes les volontés ou les vibrations, parce que cela se réduit à des qualités de vibration, toutes les vibrations qui amènent depuis les petits embêtements jusqu'aux plus grandes catastrophes. C'est tout la même qualité. Et en 1971, soudain, nous avons écarquillé les yeux. 71-78. J'ai une curieuse impression d'une espèce de trame avec des fils, comme très lâches, c'est-à-dire pas serrés, qui unit tous les événements. Et si l'on a un pouvoir sur une de ces trames, il y a tout un champ de circonstances qui changent, qui en apparence n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont liées là, et dont l'une nécessairement implique l'existence de l'autre. Et cela, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui enveloppe la Terre. Et ce n'est pas mental. Ce sont des circonstances dépendantes les unes des autres, d'une façon tout à fait invisible extérieurement, qui n'a pas de logique mentale, mais qui sont comme liées les unes aux autres. Si l'on est conscient, vraiment conscient de cela, c'est comme cela qu'on peut changer les circonstances. Question. Et tu sens le pouvoir sur l'une de ces trames ? Non, c'est d'une autre façon. C'est parce que j'agissais sur l'une de ces trames que je m'en suis aperçue. Si l'on avait le pouvoir de remplacer une de ces trames par une autre, on pourrait changer toutes les choses comme cela. C'est inexprimable. Sur quelle trame agis-tu en ce moment ?
Mais je ne sais pas. Ce sont des trames qui sont autour de la Terre. Et c'est là où nos yeux se sont écarquillés. Il y en a une, je vois. Mais les toutes petites circonstances de la vie sont là-dessus. Et alors, quand je regarde comme cela, je vois que ça s'étend sur tout le pays, l'Inde. Et non seulement sur tout le pays, mais sur toute la Terre. On fait tomber un objet. Et qu'est-ce qui bouge là-bas, au Kamtchatka ou à Washington? Et notre faux geste ici est issu de quel microscopique ou gigantesque sans différence vibration au Spitzberg ou rue Montmartre? Tout se tient, c'est effrayant. Et ce n'est pas mental. Alors qu'est-ce que c'est? Toutes les cellules et les atomes de la Terre dans un même corps continu. Mais si l'on touche une petite cellule, là, si l'on fait un minuscule trou dans cette maille-là, dans cette microscopique trame personnelle, mais il n'y a rien de personnel, il n'y a rien d'individuel. On ne peut pas trouer un endroit sans tout trouer. C'est ce que Mehr et Sri Aurobindo ont fait. Ils ont semé une irrépressible contagion. Mais alors le problème prend une envergure inattendue, où ce microscopique individu que nous sommes assume une importance démesurée, ou à la mesure de n'importe quoi sur la planète. Un tremblement de terre ou un joli geste d'âme, tout d'un coup, qui fait comme un sourire dans cette bouillie noire de la terre, avec une égale importance. Tout est égal. Il n'y a qu'une question, la qualité de la vibration, noire ou légère, solaire et souriante ou défaitiste. Mais attention, nous ne faisons pas de la poésie. Un jour de 1967, Mehr est soudain sortie d'une longue concentration ou contemplation, et elle s'est mise à parler en anglais, comme si c'était Sri Aurobindo qui parlait. Cela arrivait souvent. Et elle a dit ceci, de sa petite voix lente et cristalline, à quoi nous n'avons rien compris, mais qui maintenant s'éclaire. 67 251. Dans quelque temps je pourrais dire. Et après un long silence. Ce que signifie exactement l'irréalité de cette matière apparente. J'ai l'impression, exactement l'impression d'être sur le point d'avoir une clé ou un truc, un procédé. Je ne sais pas comment dire. Tout cela, ce sont des vulgarisations. Mais quelque chose qui, si on le possède sans être totalement du côté vrai, en une seconde, on pourrait être l'occasion d'une catastrophe effroyable. Quelle catastrophe? Je ne sais pas. Comme une dissolution du monde. La rupture de la trame? On débarque tout d'un coup dans le vrai côté de la Terre. Un tout d'un coup? Peut-être bien sidérant. Mais attention, nous ne sommes pas non plus dans la fiction. Un an plus tard, c'était mai 1968. Dès que Mehr a su, elle a compris. Ce n'est pas une grève, c'est une révolution. Avortée, semble-t-il, engloutie dans la vieille habitude et dans toutes les vieilles déformations politiques ou autres. Mais il y avait quelque chose là, qui était peut-être bien la répétition générale d'un événement terrestre plus complet, qui nous attend. On pourrait dire un trou collectif, momentané, dans la trame. Le 22 mai, Mehr nous disait 68 225. Il y a le très fort sentiment, très fort, dans la conscience que le temps est venu. Il y a d'immenses périodes où les choses se préparent. Le passé s'épuise et l'avenir se prépare. Et ce sont d'immenses périodes, neutres, ternes, où les choses vont se répétant. Et ça a l'air de devoir être toujours comme cela.
Et puis tout d'un coup, entre deux périodes comme cela, le changement se produit. Comme le moment où l'homme est apparu sur la terre. Maintenant c'est quelque chose d'autre. Un autre être. Et Mère voyait soudain ses étudiants, ces jeunes de la terre. La police représente la défense du passé. Mais si des millions, pas des milliers, des millions, de gens s'assemblent, occupent les universités, absolument pacifiques, simplement s'assemblent et occupent, alors cela aura du pouvoir. Mais il ne faut pas de violence. Dès qu'on se laisse aller à la violence, c'est le retour au passé. C'est l'ouverture à tous les conflits. Non, une occupation par la masse, mais une masse toute puissante dans son immobilité, qui impose sa volonté par le nombre. C'est clairement, pas dans le détail, mais dans la direction du mouvement de mai 1968. Clairement la volonté d'en avoir fini du passé, de laisser la porte à l'avenir. C'est comme une sorte d'écœurement de la stagnation. Voilà. Soif de quelque chose qui est en avant, qui paraît plus lumineux et meilleur. Et en effet, il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement une imagination, il y a quelque chose. C'est cela, la beauté, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une réponse, il y a une force qui veut s'exprimer. Il y a la trame qui peut, qui veut craquer, s'il y a assez de millions de petites vibrations d'espoir qui veulent crier. Crier non à tout ce mensonge irréel. Et alors nous approchons du conte de fées. Mais un conte de fées très rationnel, qui est peut-être bien la suprême rationalité du monde. Cette trouée de la trame, ce n'est pas un vain mirage. C'est quelque chose que tous, ou beaucoup d'entre nous, ont pu observer, sans savoir ce que c'était. Les enfants surtout. Ils tombent sur les silex de Fontainebleau sans s'en apercevoir, sans une écorchure, comme si de rien n'était. Et en effet, il n'en est rien. Ces moments que nous pouvons appeler d'héroïsme ou de somnambulisme, ou de n'importe quoi en isme, où tout d'un coup l'air est léger, et le corps danse comme s'il épousait toute la matière autour, et le regard est clair comme une flamme. Et on traverse n'importe quoi, le feu, les balles, la mort, l'accident. Rien ne peut toucher. On est invulnérable. On est triomphant et léger. On n'y pense pas, c'est simple, si évident et sans histoire. La poitrine est comme gonflée d'un air doux qui sent le printemps de la terre, et si souple. Tout est souple et comme malléable. Il suffit de dire « je veux » et ça y est, on y est dans le miracle. La fausse matière se défait. On est dans le grand vent qui emporte les mondes si légèrement. Ces moments-là, nous les connaissons. La trame lâche. Tout est autre. 64, 253. C'est mon expérience de tous ces temps-ci, avec une vision et une conviction, la conviction d'une expérience. Les deux vibrations, de mensonges trépidants et de vérité légère, sont entremêlées tout le temps, et tout le temps, l'une s'infiltre dans l'autre. Peut-être que l'émerveillement vient quand la quantité infiltrée est suffisamment grande pour être perceptible. Mais j'ai l'impression, et une impression très aiguë, que c'est un phénomène qui se produit tout le temps, partout, d'une façon minuscule, comme une infiltration infinitésimale de vérité dans le mensonge, et que dans certaines conditions, qui sont visibles, c'est une sorte de gonflement lumineux, je ne peux pas expliquer. Là, la masse de l'infiltration est suffisante pour donner l'impression du miracle.
C'était peut-être cela, le phénomène de mai 68. Mais autrement, c'est quelque chose qui se produit tout le temps, sans arrêt, dans le monde. La substitution de vibrations. Le miracle de la Terre qui prend la place de son mensonge. Et si cela se produisait collectivement? Si des millions, oui, des millions de voix jeunes qui en ont assez de la vieille terre de mensonges et de ces colonnes grises qui s'alignent pour décrocher le diplôme de la vieille façon de mourir, si ces petites voix claires, tout d'un coup, laissaient fondre leur cœur, laissaient gonfler leur poitrine d'un air léger et criaient « Non, on n'en veut plus ». Toutes ces cellules, soudain libérées de leur hypnotisme. Quand? Quand? Demandait la voix de la terre. 55, 12, 10. Je pense que ça se produira au moment où il y aura un nombre suffisant de consciences qui sentiront d'une façon absolue qu'il ne peut pas en être autrement. Il faut que tout ce qui a été, et est encore maintenant, apparaisse comme une absurdité qui ne peut pas durer. À ce moment-là, ça pourra se produire, mais pas avant. Malgré tout, il y a un moment où ça se passera. Il y aura un moment où le mouvement basculera dans une réalité nouvelle. Il y a eu un moment. Il y a eu un moment où l'être mental a pu se manifester sur la Terre. Il y aura un moment où la conscience humaine sera dans un état suffisant pour qu'une conscience supramentale puisse entrer dans cette conscience humaine et se manifester. Ça ne s'étale pas comme un caoutchouc, n'est-ce pas? Il y a un moment où ça se produit. Ça peut se faire dans un éclair. Tout nous tombera des mains. Nos plumes, nos lois, notre science, notre avenir d'emmuré vivant. Un immense rire gonflera la poitrine de la terre et on y sera. Et pourquoi pas maintenant? Et ceux qui sont déjà morts en tomberont raides. Une apocalypse, oui, souriante, mortelle pour les morts et légère pour les toujours vivants. Un conte de fées dans les cellules de la Terre. Land's End, 15 février 1980.